commencer par la politique, justement avec ces vœux d'Emmanuel Macron. Ce qui est toujours intéressant, c'est de ressortir la boîte à archives dans de telles circonstances par rapport à ce qu'a pu dire Emmanuel Macron lors de ses vœux pour l'année 2024. Ça paraît assez loin finalement de ce qui s'est passé. Alors je précisais dans mon édito que c'était notamment sur le plan institutionnel, puisqu'il parlait, le président de la République, si je ne m'amuse, de millésime français. Ça vous fait sourire, Thomas Bonnet, il y a de quoi. Ça a été un millésime sur certains plans, sur la cathédrale Notre-Dame, sur les JO. Il y a eu des petites parenthèses enchantées, on va dire. C'est vrai que sur le plan institutionnel, c'est plus que chaotique. On va écouter peut-être ce que disait le président de la République l'année dernière. Écoutez. 2024, année de la détermination, de l'efficacité, des résultats. Et j'aurai l'occasion, dans les semaines qui viennent, de vous dire comment notre nation relèvera ces défis. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels. Assez dur comme archive, notamment la fin sur les calculs électoraux, les petits arrangements, les intérêts personnels par rapport à ce qui s'est passé suite à la dissolution. Bien sûr. Le début sur l'efficacité, pas triste non Oui, plus. c'est pas mal, et même, Thomas. Il dit agir, ou même il dit aussi dans cette allocution, choisir plutôt que de subir. L'année où il a subi les événements, jamais Emmanuel Macron n'avait autant perdu la main sur les événements. Il y a eu la dissolution manquée, une faute aujourd'hui que tout le monde reconnaît, et puis il y a eu la suite. Il s'est fait dicter le tempo, c'est-à-dire que le barrage républicain, c'est pas la décision d'Emmanuel Macron, c'est la décision de Gabriel Attal. D'ailleurs, la dissolution, c'est pas vraiment comme ça qu'on lui a vendu. On lui a plutôt vendu un Jordan Bardella potentiellement à l'hôtel de Matignon, et c'est vrai qu'il a été pris de court par une partie des personnes qui sont dans son camp, pourtant. C'est pour ça que je disais ce matin que je pense que le fait politique majeur, plus que la dissolution, c'est le barrage républicain, parce que c'est quelque chose que n'a pas souhaité, au départ en tout cas, Emmanuel Macron, et qui a façonné le paysage politique que l'on connaît aujourd'hui. Quand il parle des petits arrangements, je pense que les Français, même s'ils ont suivi ce barrage républicain, il faut reconnaître ça, ils ont choisi de ne pas mettre le Rassemblement national à Matignon, ils voient aussi ce barrage républicain, cette coalition des contraires, comme des petits arrangements que dénonçait l'an dernier Emmanuel Macron. Donc après, à sa décharge, à chaque allocution pour les vœux, c'est toujours la même chose. L'année qui vient de s'écouler a été terrible, l'année prochaine nous apportera de l'espoir. C'est toujours la même histoire, on revient à une année qui ne se déroule pas forcément comme prévu. C'est Lupina. En même temps, c'est assez compliqué de terminer l'année en disant cette année a été catastrophique, la prochaine sera pire. On espérait malgré tout. Non, il devrait quand même axer sur certaines réussites, sur cette année de fierté française, sur l'anniversaire du débarquement, sur les Jeux Olympiques. Après, c'est un tout petit peu les thèmes qu'il a déjà évoqués l'année précédente en disant justement que ça serait une année de fierté française, un grand millésime français. Le véritable problème, c'est que finalement, on a une France qui commence à se déterminer de plus en plus dans ses choix, c'est-à-dire qu'on voit des Français qui peuvent se déterminer à 70%, 80% sur de grands axes et qui n'arrivent pas à les voir traduits à un niveau politique et même pas à un niveau représentatif. Donc il y a ce hiatus qui continue en fait à grandir et qui crée non seulement un fossé énorme, mais en fait une incapacité à se projeter. Et c'est bien ce qui est intéressant finalement dans les vœux de fin d'année. Les vœux de fin d'année, c'est à la fois bilan-projet. Or là, on voit bien que le bilan est assez effrayant. Et le projet, on ne le voit pas. C'est-à-dire quel est l'avenir qui se dessine pour la France, mais même quel serait le leader, parce que tout le monde a fait le deuil d'Emmanuel Macron. Ça doit être assez dur à vivre. C'est-à-dire que vous êtes là, mais en fait, on vous a déjà effacé du tableau. Sauf que finalement, la figure de remplacement, elle n'est pas là. Vous n'avez pas de cristallisation possible. Donc, vous avez un immense désir des Français de se projeter à la fois dans un avenir et dans une personnalité. Et en fait, un tableau politique qui, lui, est marqué par le vide, l'absence, la soustraction. C'est assez effrayant, je trouve. Philippe Guibert. Oui, moi, ce qui m'a frappé cette année et que la dissolution a révélé, c'est la tripolarisation. C'est-à-dire qu'on a quand même un paysage politique où on a trois blocs irréconciliables qui n'arrivent pas à faire alliance ensemble. Enfin, il n'en faudrait que deux fassent alliance pour trouver une majorité. Et que tout ça... C'est d'ailleurs paradoxalement la force aujourd'hui du président de la République. C'est-à-dire qu'il a une opposition
face à lui qui est une opposition des contraires. Oui. Force et faiblesse, peut-être, mais... Oui, force et faiblesse, parce que du coup, Emmanuel Macron ne gouverne plus. Il peut essayer... C'est ce que dit d'ailleurs son entourage. Avant, il gouvernait. C'était un président qui gouvernait. Aujourd'hui, il sera dans un rôle de garant par rapport à ses vœux de ce soir. Mais pendant 7 ans, il a été l'homme qui décidait avec son secrétaire général d'arbitrages multiples, parfois de détails de la politique gouvernementale. Et aujourd'hui, il est dans un rôle de président. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année 2025 et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qu'il va dire ce soir ? Peut-être acter ça. Déjà, ce serait beaucoup de l'acter, parce qu'il ne l'a jamais acté. Et je trouve que de commencer par accepter, parce que de rendre la parole au peuple comme il l'a fait, je pense qu'il l'a fait dans de mauvaises conditions, dans un mauvais calendrier, mais de rendre la parole au peuple n'est jamais une faute. Moi, de mon point de vue, surtout dans une situation politique qui devenait déjà chaotique. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il l'acte et qu'il en tire des conséquences quant à son rôle à lui, c'est-à-dire qu'il ne gouverne plus. Et qu'il ne faut pas qu'il fasse mine d'être resté dans la même situation alors qu'il a changé de statut, et puis de trouver quand même quelques éléments qui puissent donner un minimum de cohérence à l'action publique pendant l'année 2025, parce qu'il va bien falloir qu'on trouve des compromis, qu'on trouve des coalitions, ce que jusqu'à présent on n'a pas trouvé. Il devrait être facilitateur de coalitions. Je veux dire par là qu'un président de la République où il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, il doit être celui qui favorise des rapprochements, plutôt que de faire comme s'il avait toujours tout le pouvoir, alors qu'il ne l'a plus. Olivier Vial. Juste, moi, cette tripartition du paysage politique, je ne pense pas qu'on doit l'acter comme si c'était une réalité naturelle. En réalité, c'est lui qui l'a imposé. C'est la stratégie politique d'Emmanuel Macron qui a voulu dépasser par le en même temps le vieux clivage soi-disant droite-gauche, qui, à mon avis, reste un clivage qui est fécond et qui est le seul clivage qui permet la politique et qui permet des alternances. Parce qu'aujourd'hui, on a remplacé ce clivage-là, en réalité, par un clivage d'un bloc qui serait celui de ceux qui ont le droit de parler et de ceux qui sont exclus de la majorité. Et ça donne quand même ce fameux bloc républicain qui aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on joue ce jeu-là, est de plus en plus fragile et de plus en plus faible. Ce bloc républicain, aujourd'hui, il représente moins de la majorité des Français. Quand on regarde les derniers sondages, 52% des Français se retrouvent soit au Rassemblement national, soit dans ce qu'on appelle les mouvements d'extrême, LFI, Parti communiste, etc. Donc on a quand même effectivement aujourd'hui un bloc républicain qui est soi-disant ce fameux pacte républicain qui est devenu minoritaire. Oui, et tout ça, c'est parce qu'on a imposé une politique qui n'est plus de la politique, qui est de la morale, et en considérant qu'il y a des gens qui pensent bien et des gens qui pensent mal. Dès lors cette tripartition, elle est liée à ce calcul politique qui est l'essence même du en même temps. Je crois qu'il y a aussi une radicalité à gauche qui tient à des nouveaux clivages, qui fait que la gauche d'aujourd'hui ne ressemble pas exactement à la gauche qu'on a connue avec Céline il y a 15 ou 20 ans, et que la droite elle-même aussi est tirée vers une radicalité. Mais parce que justement... Et ça, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a créé. Si, c'est en créant le bloc central et en créant des radicalités à côté. Je crois pas. Je crois qu'il y a des attentes et des colères et des attentes qui existent dans la société qui sont radicales aujourd'hui. Et Mélenchon et Le Pen n'ont pas été inventés par Emmanuel Macron. Peut-être qu'on peut dire qu'ils ont été favorisés, mais ils n'ont pas été inventé par Emmanuel Macron. Non, ce qui a été inventé, c'est comme le disait Céline, la vraie difficulté, c'est qu'on n'a pas un président qui aujourd'hui rassemble, mais qu'on n'a pas de leader en capacité de rassembler. Et à ce sujet, on va peut-être écouter un autre extrait du président de la République lors de ses vœux l'année passée. Oui, 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue, comme sans doute il se joue maintenant. Joachim Le Flokiman, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce second extrait qu'on diffuse ce matin, c'est la dernière phrase. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue comme sans doute il se joue maintenant. Je pense qu'il a raison sur le diagnostic. Le problème, c'est que c'est exactement ce qu'on décrivait juste avant cela. Il y a une forme d'immobilisme qu'il a lui-même
alimenté avec la dissolution ratée. Ensuite, certes, il n'est pas forcément à l'origine de ce front républicain, mais ça a créé cette tripartition qui conduit aujourd'hui à cette instabilité politique. Et on ne sait pas trop ce qu'il peut faire aujourd'hui, ce que même pourra faire le gouvernement de François Bayrou. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à son entourage que ce soir, il devrait s'en tenir aux grands enjeux sans dicter de solutions, comme il a pu faire par le passé. Exact. C'est quand même un aveu d'échec. Mais il y a de toute évidence un hiatus, en effet, entre la grandiloquence du propos et l'immobilisme qui sévit aujourd'hui au sommet de l'État. Quand je vois le gouffre chaque année entre les annonces qui sont faites et la réalité lors des 12 mois qui suivent, je comprends que les Français en viennent à se désintéresser de manière aussi massive de ce genre d'exercice. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, le pays va suffisamment mal comme ça. Maintenant, beaucoup de gens ont le sentiment que la parole d'Emmanuel Macron est extrêmement démonétisée. Il a porté depuis 7 ans tous les masques, dit tout et son contraire, fait des promesses qui n'ont pas été tenues sur la grande majorité des sujets. Son impopularité est record, 21% de taux de confiance selon Elab, soit 3 points de moins qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire le pire moment pour Emmanuel Macron dans les 7 dernières années, en effet. Donc moi, j'attends pas grand-chose, si vous voulez, en matière d'annonce de politique publique d'Emmanuel Macron ce soir. J'attendrai plutôt 2 choses: qu'il fasse preuve d'un peu plus d'empathie à l'égard des Français, de la réalité ordinaire qu'ils subissent chaque jour, un peu plus d'empathie notamment qu'au cours de son déplacement à Mayotte, et peut-être une esquisse de retour à la vieille notion gaulienne de responsabilité, arrêter systématiquement de se défausser, faire peut-être un début de mea culpa sur certains sujets plutôt que de dire que la dissolution n'a pas été comprise, comme si c'était simplement un problème de pédagogie et que les Français étaient trop ignorants, trop limités. Un politique peut-il admettre ses erreurs dans notre pays ? Dur. Ça arrive parfois, c'est de plus en plus rare, mais fut un temps, c'était plus courant. Thomas Bonnet. Il y a une chose qui illustre à quel point le président de la République est empêtré dans cette impopularité, c'est qu'il n'est pas totalement fou de dire qu'il pourrait s'agir ce soir des derniers vœux d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il ne va pas quitter son poste, son entourage a balayé cette hypothèse, mais le fait même que cette hypothèse existe... On ne peut rien contre la volonté d'un homme, souvenez-vous-en. Non mais le fait même que cette hypothèse existe, un ancien président de la République, envisagée par des représentants politiques, ça témoigne quand même à quel point Emmanuel Macron s'est mis dans la panade avec cette dissolution, avec cette instabilité politique. Jamais on aurait pu dire ça il y a encore 1 an. Et qui ne sont pas tous issus du même parti. Il y a un spectre très large de politiques qui parlent de démission. C'est cassé. Il y a quelque chose qui a été brisé, c'est que, rappelez-vous, Emmanuel Macron, quand il arrive, c'est aussi le Mozart de la finance. Derrière, il y a une idée de quelqu'un qui maîtrise l'économie, qui est un bon économiste et qui va relancer peut-être la croissance. D'ailleurs, ses premières positions, il va beaucoup parler de réindustrialisation. Or là, ce à quoi on assiste, c'est aussi un échec économique patent, et à tel point patent qu'on a les grands patrons du CAC 40 qui, par la voix d'Alain Minc, ont quand même tiré des coups de semonce qu'Emmanuel Macron devrait entendre, parce qu'aujourd'hui, ce sont en partie ceux qui l'ont porté au pouvoir qui sont en train de payer un prix économique lourd, la dévalorisation en fait de leur puissance et de leur argent. Et ça va créer aussi des tensions extrêmement fortes. Pas et on en parle trop peu. On expose des mais conséquences de celles économiques qui, en fait, dans le fond des actions, peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Donc, quand vous n'avez pas de soutien populaire et pas de soutien oligarchique, ça commence à faire beaucoup. Et qu'en plus, dans la petite musique de la démission court, en ayant l'air de dire que de toute façon, sans vous, ça ne serait pas pire qu'avec vous, quoi qu'il en soit. Pour un président, c'est quand même une situation d'abord exceptionnelle sous la 5e et quand même extrêmement délicate. C'est la une du Figaro ce matin. Pourquoi Paris a décroché face aux bourses mondiales? C'est notamment dû à la dissolution. Et ça a été terrible et on en a assez peu finalement parlé. Je montre cette une du Figaro. Pourquoi Paris a décroché face aux bourses mondiales pour les auditeurs d'Europe 1. On va peut-être écouter, c'est toujours également intéressant de comparer la situation actuellement avec ce qui se passait. On va faire cela à plusieurs reprises dans le courant de cette émission par rapport à la situation il y a une petite quarantaine d'années et je vous donne la parole dans quelques instants. On va écouter Valéry Giscard d'Estaing lors de ses vœux et lors du passage à l'année 1981. Écoutez. La France compte parmi les meilleurs. C'est pourquoi la France est respectée et estimée dans le monde. De ce rôle et de ce rang,
de la France dans le monde, nous sommes solidairement responsables. Il faut peu de choses pour détruire l'image d'une nation. Le relâchement, l'impatience, la désunion. L'année 1981 sera encore une année difficile. Conservons ce qui fait notre force. Faisons le nécessaire pour que la France continue d'être un grand pays. Et c'est peut-être cela le pire avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est l'image qu'on a donnée de notre pays, de la faiblesse, de l'impuissance qu'on décrit depuis le début de cette émission vis-à-vis de nos interlocuteurs réguliers. Mais tout ça est très très paradoxal, parce que décrochage économique, il faudra nuancer, parce que par exemple nos voisins allemands sont plus dans la panade que nous en termes de croissance, par exemple. Donc aussitôt qu'on regarde un petit peu ailleurs, non, nous notre décrochage, il est quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Exactement, mais sur le plan économique, strictement économique, c'est pas brillant, on est tous d'accord. Mais l'Allemagne, par exemple, qui a longtemps été le moteur de l'Europe, en ce moment, elle est complètement en panne et son modèle est profondément remis en cause, beaucoup plus que le nôtre. Parce que là où il y a un décrochage, c'est sur le plan des finances publiques. C'est-à-dire qu'on a, et d'ailleurs c'est ce qu'il y avait derrière la dissolution, c'est notre incapacité à regarder une réalité en face qu'on a vécu sur du quoi qu'il en coûte pendant plusieurs années, du Covid au bouclier contre l'inflation, et que aujourd'hui on nous présente la note, parce qu'en fait en réalité c'est quand même ça le fond du sujet. Et cette réalité-là, personne ne veut en parler, personne ne veut l'assumer, et on se retrouve, c'est ça la difficulté du pays, avec un énorme paradoxe, c'est qu'on n'arrive pas à faire face à nos finances publiques. En même temps, l'année où on a, pour l'image de la France, puisque vous en parliez, on a quand même fait les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame, qui sont des succès mondiaux. Il faut quand même leur... On retournerait bien en juillet dernier, ça je vous l'accorde. L'économie qui est en partie socialisée, c'est-à-dire que la chute de nos services publics, chez nous, c'est pas rien. Et ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, je prends l'hôpital. L'hôpital va très mal et est en train de mourir littéralement sous nos yeux et personne ne fait rien. Sauf qu'il était déjà mourant avant le quoi qu'il en coûte. La question, c'est aussi comment est-ce qu'on fait sur ces socles supports qui sont aussi un facteur d'unité. Parce que la sécurité sociale chez nous, ce n'est pas qu'un problème financier et économique. C'est un facteur d'unité, c'est les solidarités concrètes. C'est la fraternité, elle est là. Et c'est la fraternité qu'on est en train de détruire en détruisant l'hôpital, en détruisant l'éducation nationale, en détruisant ce qui sont les facteurs. Le vrai décrochage français, il est là. Il est là aussi. Non, bien sûr. Oui, mais justement, il y a un moment où, quand vous parlez de dérive budgétaire, c'était intéressant d'avoir les vœux de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'en fait, on a, depuis 1974, une longue descente, plus ou moins rapide, mais... c'est le début du déficit progressif et des dettes qu'on accumule. Son ministre de l'économie est le dernier à avoir un budget à l'équilibre. Après, ça n'a fait que chuter, et malgré tout, aujourd'hui, oui, il y a des solidarités, mais l'hôpital public, tous ces services-là, le problème que voient les Français, c'est on a quand même des budgets importants, les plus importants consacrés à ces questions-là, et on a pourtant un système qui ne marche pas. Donc il y a la question qui se pose, c'est où va l'argent ? C'est une question qu'on retrouve de plus en plus. Et donc la question de l'efficacité de nos services publics, la question de l'efficacité de la solidarité nationale, elle se pose, parce qu'on ne peut pas continuer... C'est pas la solidarité nationale, parce qu'en soi, nos pensions de retraite sont élevées par rapport à nos voisins, notre remboursement de sécu, ils sont plutôt élevés par rapport à nos voisins. Oui, mais est-ce public qui marche pas. C'est aussi la question de savoir si toutes ces dépenses-là vont vraiment aux bonnes personnes. C'est aussi une des questions qui se posent. Donc aujourd'hui, ces questions-là, il faut les mettre sur la table, et on a souvent tendance à dire ce sont des questions qui se posent, il y a des solutions qui sont parfois apportées par énormément de personnes, mais personne n'ose s'attaquer aux racines du problème. Si on s'attaque qu'aux questions de fonctionnement, la bureaucratie, c'est important, mais il y a aussi quand même, à un moment donné, une part importante de l'argent qui vient, notamment de ce qu'on... Concernant l'hôpital, c'est une personne sur 3, on l'a souvent répété, qui ne voit pas un patient. Et pourtant, à un moment donné, on dit souvent, et d'ailleurs j'aime assez peu ce terme-là, il y a des lits qui ferment en France. Non, il n'y a pas des lits qui ferment.
C'est juste qu'il n'y a personne pour encadrer les malades qui sont sur ces mêmes lits. Et d'ailleurs, si on regarde les 2 réussites que vous citiez cette année, et c'est indéniable, sont dans des les bureaux. Jeux Olympiques et la restauration de Notre-Dame, quelles leçons on peut tirer de ces 2 événements ? D'abord, la restauration de Notre-Dame, ça veut dire qu'il faut lever les normes administratives, tout le poids de l'administration qui croule sous toutes nos institutions. Ce qu'on va faire avec Mayotte, hein. Voilà, donc premier renseignement, voilà quelque chose sur lequel travailler, ça nous a bien montré ça. Et puis les Jeux Olympiques, pourquoi ça a été une réussite ? En partie parce qu'on a mis les moyens en matière de sécurité, demande des Français depuis des années. Là aussi, on en a pas tiré Et là leçon. aussi, il y a certains freins administratifs qui ont été levés pour les Jeux Olympiques. Aussi. Donc la question est de savoir, vous le dites pour Mayotte, la question est de savoir si justement il ne faut pas sortir de ce régime d'exception où pour quelques grands projets, on s'affranchit de règles qui nous entravent pour que ça soit la règle spéciale. Quoi. Et la loi spéciale devient la leçon, c'est aussi l'importance du volontarisme, du pilotage politique et le besoin de retrouver foi en nous-mêmes plutôt que de battre notre couple. Ça a été essentiel, je crois. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Philippe, sur la remise en question profonde du mercantilisme allemand et du modèle économique sur lequel l'Allemagne s'était bâtie, d'autant plus que tout ça se double d'une crise identitaire et d'une crise politique, puisque Olaf Scholz doit quitter le pouvoir en Allemagne de manière anticipée. Maintenant, il y a quand même un décrochage, non pas de la France, mais de toute l'Europe de l'Ouest, notamment par rapport à ses concurrents que sont les États-Unis et la Chine. États-Unis, où le coût de l'électricité, par exemple, est 4 fois inférieur à celui de la France, alors même qu'on a un modèle qui, pendant des années, a fait notre fierté avec le nucléaire. Maintenant, je serai un peu plus sévère sur les fondamentaux économiques qui sont cataclysmiques en ce moment. Le chômage qui remonte, la productivité qui baisse, 99 milliards de déficit commercial annuel, 56 000 entreprises qui ferment cette année, et à la fin, ce sont toujours les classes populaires et moyennes qui en payent l'addition. Oui, c'est vrai que c'est un triste constat, malheureusement, qu'on partage tous. Un souci, c'est-à-dire que parfois, vous pouvez dire le contexte extérieur. Alors, c'est sûr que le contexte extérieur ne nous a pas favorisés, mais on paye aussi des choix particulièrement stupides de nos dirigeants. La question énergétique, aujourd'hui, la situation dans laquelle l'Europe s'est mise, ça fait partie de choix politiques. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir justement tout rejeter vers l'extérieur.